Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de seconde. Nous verrons aujourd'hui le troisième type de transformation de la matière, à savoir les transformations nucléaires. Nous définirons dans un premier temps ce que sont ces transformations nucléaires et nous verrons ce qui va se passer au cours de tel type de transformation. Ensuite, nous allons voir les différents types de réactions nucléaires que nous pouvons avoir et nous commencerons par les transformations de fission nucléaire. Puis nous verrons ensuite les transformations de fusion nucléaire. Et enfin, nous verrons un dernier type de transformation nucléaire qui se produisent lorsqu'on est en présence de noyaux radioactifs. Nous avions donc vu lors des chapitres précédents que lors des transformations physiques, les molécules, elles restent intactes et seule leur organisation dans l'espace va se modifier. Par contre, lors des transformations chimiques, les molécules elles-mêmes, elles sont modifiées. Il y a certains atomes qui quittent les molécules initiales pour aller former des nouvelles molécules. Mais les atomes, eux, restent intacts. Et pour les transformations nucléaires, ce sont en fait les atomes eux-mêmes qui vont être modifiés, et plus précisément leur noyau qui va perdre ou gagner des protons. Nucléus signifiant en effet noyau en latin. Et c'est pour cela que pour ce chapitre, il va bien falloir être au point sur l'écriture symbolique des atomes, que nous avions vu justement dans le chapitre sur le noyau des atomes, dans la partie modélisation de la matière. Et nous allons continuer à faire quelques rappels de ce que nous avions vu dans ce chapitre. Donc, pour commencer, dans l'écriture symbolique, je vous rappelle que la grande lettre représente le symbole de l'atome. Ici, c'est un X pour l'exemple, mais pour un atome de carbone, ce serait un grand C, pour un atome d'oxygène, ce serait un grand O, etc. Quant à la lettre Z, en bas à gauche, elle va nous indiquer directement combien il y a de protons dans le noyau. On appelle cela le numéro atomique. Donc c'est d'ailleurs le numéro que vous voyez apparaître à côté des atomes dans le tableau périodique. Et enfin, la lettre A, en haut à gauche, je vous rappelle qu'elle ne donne pas directement le nombre de neutrons, puisque c'est en fait le nombre de masses, autrement dit, la quantité totale de particules présentes dans le noyau, qui vont donner au noyau une certaine masse. Il s'agit donc du nombre en fait de nucléons, soit les neutrons plus les protons. Et un dernier petit rappel pour bien commencer ce chapitre, vous pouvez avoir deux versions d'un même atome qui ont un nombre de masses différent. On les appellera des isotopes. Par exemple, le carbone 12, c'est un atome de carbone qui possède 12 nucléons, tandis que le carbone 14, c'est un atome de carbone qui lui possède 14 nucléons. Donc ces deux atomes sont des isotopes du carbone. Donc par contre, tous les isotopes du carbone, ils vont posséder forcément 6 protons, étant donné que ce sont des atomes de carbone. Si un atome possède 7 protons, ce sera forcément un atome d'azote. S'il en possède 8, ce sera forcément un atome d'oxygène, etc. En effet, chaque élément chimique, chaque atome possède son propre numéro atomique Z. Du coup, si on revient sur les transformations nucléaires, où l'on a dit que le noyau allait être modifié en perdant ou en gagnant des protons, ceci va impliquer qu'au cours d'une transformation nucléaire, il y a des nouveaux atomes qui vont être formés, puisque le ou les atomes produits au cours de ce type de transformation, ils n'auront pas le même nombre de protons que les atomes présents avant la transformation. Ce seront donc des éléments chimiques différents. Et lorsqu'on va vouloir écrire une équation de transformation nucléaire, on va devoir faire apparaître les atomes impliqués au cours de celle-ci avec leur écriture symbolique, pour bien pouvoir détailler ce qui se passe au niveau du noyau des atomes et identifier les nouveaux atomes formés. Donc on place toujours une flèche pour signifier qu'il y a transformation, comme pour les transformations physiques et chimiques d'ailleurs. Et ici, vous constatez qu'avant la transformation, nous avions les atomes X1 et X2. Et après la transformation, nous avons les atomes Y1 et Y2. Donc de nouveaux atomes ont été formés suite à la transformation nucléaire. Donc c'est très important d'utiliser cette écriture conventionnelle pour les transformations nucléaires, puisqu'au cours de ces transformations, comme pour les autres types de transformations d'ailleurs, il y a conservation de la matière, c'est-à-dire que la masse doit se conserver et la charge aussi. Donc qu'est-ce que cela veut dire si on reprend notre exemple de transformation nucléaire? La conservation de la masse, elle implique qu'on doit avoir la même masse avant et après la transformation nucléaire. Donc on doit retrouver le même nombre de nucléons avant et après la transformation. Et ce, même si les nucléons sont organisés dans des nouveaux atomes. Par exemple, ici, on doit forcément avoir A1
plus A2, le nombre de masses avant la transformation, qui doit être égal à A3 plus A4, le nombre de masses après transformation. Par exemple, si on regarde les atomes sur la gauche de la balance, le premier, il possède 8 nucléons et le deuxième, 4 nucléons, ce qui nous fait un total de 12 nucléons. Eh bien, les atomes à droite de la balance, ceux qu'on a obtenus après la transformation, ils sont différents, mais ils doivent obligatoirement avoir 12 nucléons à eux deux. Par exemple, 10 nucléons dans un premier atome et 2 dans un autre atome. Et la conservation de la matière, vous le savez, elle concerne également la charge. On doit donc retrouver le même nombre de protons avant et après la transformation nucléaire. Si vous aviez un total de 4 protons avant la transformation, vous devez obligatoirement retrouver ces 4 protons après la transformation. Et ce, même s'ils sont organisés différemment dans des nouveaux atomes. Autrement dit, la somme des numéros atomiques Z1 et Z2, donc les charges présentes avant la transformation dans notre équation, doit être égale à la somme des numéros atomiques Z3 et Z4, donc les charges présentes suite à la transformation nucléaire. Maintenant que nous avons défini un petit peu ce que c'était que les transformations nucléaires et que nous avons vu comment écrire les équations de transformation, nous allons voir les différentes transformations nucléaires qui peuvent exister. Premièrement, la transformation de fission nucléaire. Donc celle-là, elle est plutôt connue et maîtrisée par l'homme puisqu'on s'en sert actuellement dans les centrales nucléaires. Dans ces centrales, on va provoquer des réactions de fission nucléaire, en effet, ce qui va produire une quantité d'énergie thermique énorme et ce, très rapidement. Et cette énergie thermique, elle sera ensuite convertie en énergie électrique. Donc ces centrales nucléaires, elles sont grandement présentes en France où elles sont utilisées pour produire à peu près 60% de l'électricité consommée. On vante souvent le fait que ces centrales, elles n'émettent pas de dioxyde de carbone, contrairement aux centrales à gaz ou à charbon, dont les transformations chimiques de combustion, comme vous l'avez vu dans le chapitre précédent, elles produisent ce fameux gaz de dioxyde de carbone qui contribue au réchauffement climatique global. Donc pour les centrales nucléaires, pas d'émission de CO2 certes, mais il faut tout de même faire attention au fait que l'uranium utilisé pour les faire fonctionner, il est très toxique pour les mineurs qui sont chargés d'aller l'extraire et même pour les populations locales qui auraient le malheur d'habiter un peu trop près des gisements d'uranium. Et il faudra aussi faire attention aux déchets radioactifs qui sont produits par ces réactions nucléaires qui certes sont stockés de manière très sécurisée et enfouis en souterrain, bien à l'abri, mais dont la quantité elle ne cesse d'augmenter et elle devrait bientôt atteindre les 2 millions de mètres cubes en France. Mais concentrons notre attention sur la transformation nucléaire en elle-même, qui est une réaction provoquée, durant laquelle on va bombarder un noyau d'uranium-235 avec un neutron. Donc l'uranium-235, c'est un noyau très lourd qui est composé de 235 nucléons, dont 92 sont des protons. Son écriture symbolique, ce sera donc grand U pour l'élément, 235 pour le nombre de masse A et 92 pour le numéro atomique Z. Le neutron, quant à lui, c'est une particule élémentaire que l'on pourra noter petit n. Il est neutre, comme son nom l'indique, et donc son numéro atomique Z il sera égal à 0. Par contre, son nombre de masse, il est égal à 1, étant donné qu'il est lui-même un nucléon. Et ce qu'il va se passer lors d'une réaction de fission nucléaire, c'est que l'atome lourd, il va se scinder en deux atomes plus légers, produisant au passage une très grande quantité d'énergie thermique. Et dans le cas de la fission de l'uranium-235, les noyaux produits qui sont issus de la transformation sont le strontium de symbole SR et le xénon de symbole grand X petit e. Vous remarquez aussi que certains neutrons sont également éjectés suite à la réaction de fission nucléaire. Nous allons donc bien pouvoir écrire notre équation de transformation nucléaire avec tout ce qu'il y a avant la réaction à gauche de la flèche et tout ce qu'il y a après la réaction à droite de la flèche. Nous ferons bien apparaître les neutrons dans cette réaction puisqu'ils ont un nombre de masse qui doit être pris en compte et nous placerons le coefficient 3 devant le symbole du neutron dans les produits pour bien signifier que 3 neutrons sont éjectés suite à cette réaction. Vérifions ici les lois de conservation de la matière et premièrement la conservation de la charge en nous intéressant au numéro atomique des atomes. Les neutrons n'ayant aucune charge, avant la réaction nous avons seulement les 92 protons qui sont présents dans le noyau d'uranium. Et après la réaction,
nous avons les 38 protons du strontium ainsi que les 54 protons du xénon, ce qui nous fait bien un total de 92 protons également suite à la réaction nucléaire. Donc la conservation de la charge, elle est bien respectée. Intéressons-nous maintenant à la masse qui elle aussi doit être conservée. Avant la réaction, il y a un nucléon pour le neutron et 235 pour l'uranium, ce qui nous fait un total de 236 nucléons. Et après la réaction, il y a 94 nucléons dans le noyau de strontium, plus 139 dans celui de xénon, plus 3 nucléons pour les 3 neutrons supplémentaires qui sont éjectés suite à la réaction. Ce qui nous fait également un total de 236 nucléons après la transformation. Donc la conservation de la masse, elle est également respectée. Donc lors d'une réaction de fission nucléaire, comme pour toutes les transformations nucléaires que nous allons voir, les lois de conservation de la matière, elles doivent être respectées. Et on se sert donc des écritures symboliques pour noter tous les atomes ou les particules qui sont impliquées dans la réaction et pour pouvoir vérifier que la matière est effectivement bien conservée. Et pour conclure sur les transformations de fission nucléaire, retenez aussi qu'une grande quantité d'énergie est produite et ceci très rapidement. D'autant plus que les neutrons qui sont éjectés au cours de cette réaction, ils vont eux aussi aller percuter d'autres noyaux d'uranium-235 qui vont à leur tour se scinder, le tout en éjectant des neutrons qui vont à leur tour aller percuter d'autres noyaux d'uranium-235. Et en fait, on fait au niveau des réacteurs nucléaires ce qu'on appelle une réaction en chaîne, qu'il faut bien évidemment contrôler sous peine d'accident dans ces réacteurs nucléaires. Voyons à présent un deuxième type de transformation nucléaire qui ne présente cette fois-ci pas de risque de réaction en chaîne et dont l'énergie produite pourrait être 10 fois supérieure à une réaction de fission nucléaire. Il s'agit bien évidemment de la fusion nucléaire que l'on essaye d'ailleurs de maîtriser sur Terre et de provoquer. Par ailleurs, une réaction de fusion nucléaire, cela produirait moins de déchets radioactifs qu'une réaction de fission nucléaire. Cela va quand même en produire, nous verrons pourquoi, mais en tout cas ces déchets, ils resteraient radioactifs moins longtemps et ça pourrait résoudre entre guillemets ou diminuer les problèmes de stockage. Par contre, pour reproduire sur Terre la fusion, il faut au préalable réunir une très grande quantité d'énergie pour pouvoir justement déclencher cette fusion. Les réactions de fusion nucléaire, en effet, c'est ce qui se passe typiquement sur les étoiles, comme le Soleil, où l'énergie elle est déjà suffisante pour assembler des noyaux entre eux, pour les fusionner, ce qui va produire encore davantage d'énergie. Et pour définir un petit peu plus précisément une fusion nucléaire, ce qu'il se passe lors d'une fusion nucléaire, c'est que deux atomes légers s'assemblent pour former un atome plus lourd. Et il va exister plusieurs possibilités de fusion entre atomes, mais intéressons-nous par exemple à la fusion nucléaire entre le deutérium et le tritium, qui est la plus étudiée sur Terre pour reproduire la fusion. Il s'agit ici en fait de fusionner deux isotopes de l'hydrogène, donc deux versions différentes de l'atome d'hydrogène. Une que l'on appelle le deutérium et qui possède 2 nucléons, et une que l'on appelle le tritium et qui possède 3 nucléons. Et bien la fusion nucléaire de ces deux atomes va produire en fait un atome d'hélium, le tout en libérant une grande quantité d'énergie ainsi qu'un neutron. Nous pouvons donc écrire notre transformation nucléaire de fusion tritium-deutérium comme H2 plus H3 à gauche de la flèche, qui nous donne He pour l'hélium, 4 nucléons dont 2 protons, et un petit n pour le neutron éjecté à droite de la flèche. Si nous nous intéressons ici aux charges, donc aux protons présents avant et après la transformation, ils sont bien au nombre de 2 de part et d'autre de la flèche. 1 dans chaque atome d'hydrogène avant la transformation et 2 dans l'atome d'hélium après. La conservation de la charge, elle est donc bien respectée. Si on s'intéresse à la conservation de la masse, nous avions bien 5 nucléons avant la transformation dans les deux isotopes de l'hydrogène et nous en retrouvons bien 5 après la réaction. 4 dans l'atome d'hélium en plus du neutron qui lui est éjecté. Donc les lois de conservation de la matière sont bien respectées comme dans toutes les transformations nucléaires. Nous avons dit que nous pouvons avoir des fusions
qui s'opère entre différents types d'atomes. D'ailleurs, lorsque les étoiles elles ont consommé tout leur hydrogène, elles vont commencer à fusionner d'autres éléments, à commencer par l'hélium. L'étoile, elle est à ce moment-là appelée une géante rouge. Ici encore, si on s'intéresse aux lois de conservation de la matière et qu'on regarde d'abord les Z de l'écriture symbolique des atomes, ou bien les numéros atomiques, on constate qu'il y a 4 protons avant la réaction dans les noyaux d'hélium et 4 après dans le nouvel élément formé, le beryllium. Et si on s'intéresse au nombre de masses, le grand A de notre écriture symbolique, on constate qu'il y avait bien 8 nucléons en tout avant la transformation nucléaire, répartis dans les 2 noyaux d'hélium, et on retrouve bien les 8 nucléons après la transformation de fusion dans le noyau de beryllium. Donc il y a encore pas mal de fusions possibles qui vont continuer de se produire sur les étoiles jusqu'à la fin de leur vie et jusqu'à leur explosion, possiblement en supernova, ce que vous verrez en enseignement scientifique l'année prochaine. Mais dans notre chapitre de seconde, on s'intéressera surtout aux équations de transformation nucléaire de différents types et à la conservation de la matière. Et revenons d'ailleurs sur Terre avec la réaction de fusion entre le deutérium et le tritium qui se produit actuellement sur le Soleil, qui est une étoile relativement jeune, et que l'on aimerait bien importer, provoquer sur Terre pour pouvoir produire des grandes quantités d'énergie. Dans l'équation de cette réaction de fusion, nous avions vu que le produit était un noyau d'hélium, un gaz inerte, pas franchement dangereux, mais il y a aussi surtout un neutron qui va être éjecté. Et en réalité, dans un réacteur, on va produire énormément de fusion nucléaire. Ce sont finalement des milliards de neutrons qui vont être éjectés et qui vont aller rencontrer la matière pour en fin de compte la rendre radioactive. Toute la matière, elle est constituée d'atomes. Et lorsque certains d'entre eux vont récupérer des neutrons, ils vont devenir instables et donc radioactifs. Passons donc à la dernière partie de ce cours sur la radioactivité. Donc la radioactivité en soi, c'est quelque chose qui existe à l'état naturel. Il y a en effet certains isotopes, donc certaines versions d'atomes, qui sont moins stables que d'autres et qui avec le temps vont se désintégrer. En général, ça va d'ailleurs concerner des isotopes qui sont trop lourds, notamment parce qu'ils ont un excès de neutrons. On parlera ici de transformation spontanée lorsqu'un noyau, que l'on dira noyau père, se désintégrera pour donner un noyau fils plus stable. Et c'est typiquement ce qui va se passer avec l'isotope 14 du carbone, donc de manière naturelle. C'est un atome qui va avoir une certaine chance de se désintégrer au cours du temps. C'est calculable statistiquement et d'ailleurs il est possible de connaître l'âge de la matière organique en fonction du nombre de carbone 14 qui se sont déjà désintégrés ou non. Mais du coup, pourquoi les atomes de carbone 14 vont se désintégrer spontanément au fil du temps? Eh bien justement parce que ce sont des atomes trop lourds par rapport aux autres isotopes. On dit qu'ils possèdent un excès de neutrons. Et ce qu'il va se passer en fait au cours de la désintégration du carbone 14 par exemple, c'est qu'un des neutrons va devenir un proton pour que le noyau soit plus équilibré et gagne en stabilité. Sauf que ce qui va se passer si un noyau gagne un proton, eh bien il ne s'agira plus du même élément. L'atome de carbone 14 sera finalement devenu un atome d'azote 14. Et pour rester électriquement neutre, l'atome il va également émettre un électron. Il n'y en avait que 6 dans l'atome de carbone et il en faut maintenant 7 pour que l'azote soit neutre, vu que l'azote a 7 protons. Donc un électron, c'est une particule de masse négligeable par rapport au nucléon. Donc on mettra son nombre de masse A comme 0 et sa charge, elle est négative. Donc on notera bien moins 1 pour le numéro atomique Z de la particule électron. Et donc ces désintégrations radioactives où il y a l'émission d'une particule, elles vont s'accompagner de rayonnements radioactifs sous forme de rayons X ou gamma. Et c'est ces rayonnements qui vont être dangereux, surtout à haute dose. Donc par exemple, si on imagine une salle remplie d'atomes possédant des neutrons en excès et qui présentent donc un risque de se désintégrer en même temps, on imagine assez bien que la salle du réacteur de fusion elle sera remplie de matériaux radioactifs, capables d'émettre des rayonnements nocifs à tout moment. Et ces matériaux ils seront donc considérés comme des déchets nucléaires.
Donc même en maîtrisant la fusion nucléaire, les déchets resteront une problématique. Mais revenons à notre transformation nucléaire spontanée, celle qui peut se produire dans la nature à petite échelle. Ici, nous n'écrirons pas les rayonnements dans l'équation de transformation nucléaire. Nous écrirons simplement l'atome de carbone à gauche de la flèche, puisqu'il s'agit d'une désintégration spontanée, et à droite de la flèche, nous écrirons l'atome d'azote ainsi que la particule émise, à savoir l'électron. Ici, si on vérifie les lois de conservation de la matière pour notre équation de transformation, pour les Z, on a 6 à gauche dans l'atome de carbone, et à droite, on a 7 pour l'atome d'azote, moins 1 pour l'électron. 7 moins 1 nous donne également 6. Donc la charge est bien conservée. Quant à la masse, on avait bien 14 nucléons avant la réaction. On les retrouve également après. La masse aussi est conservée. Donc une désintégration de ce type, où l'atome possède un excès de neutrons, on dira qu'il s'agit d'une radioactivité de type β-. Elle est d'ailleurs caractérisée par l'émission d'un électron. Mais il existe aussi d'autres types de radioactivité où des atomes instables vont spontanément se désintégrer. Tout ceci n'est pas à retenir en classe de seconde puisque vous le reverrez en détail en terminale. Mais on va tout de même regarder les différents types de radioactivité, ce qui va nous permettre de manipuler davantage les équations de transformation nucléaire. Et on va aussi pouvoir voir l'écriture symbolique de différentes particules qui peuvent être émises au cours d'une désintégration radioactive. On a par exemple un deuxième type de radioactivité, la radioactivité β+, où cette fois, l'atome originel, il est instable parce qu'il possède des protons en excès. C'est par exemple le cas du carbone 11, qui est un isotope moins connu du carbone, mais qui est lui aussi instable à sa manière, puisqu'il possède toujours 6 protons, mais seulement 5 neutrons. Il va donc lui aussi subir une désintégration spontanée au cours du temps, et un proton de son noyau va se transformer en neutron. Donc il aura toujours 11 nucléons, mais parmi eux, il n'y aura plus que 5 protons. Et puisqu'il perd un proton, son numéro atomique change. Et c'est un noyau fils de Bohr qui sera issu de cette désintégration. Et ces types de transformations, où dans le noyau, on a un proton qui est transformé en neutron, eh bien, elles vont s'accompagner de l'émission d'un positon. Donc un positon, c'est une toute petite particule qui est chargée positivement. C'est en quelque sorte l'antimatière de l'électron. Il va venir annuler la charge d'un électron. Car l'atome de Bohr, pour rester électriquement neutre, il doit avoir que 5 électrons. Alors que l'atome de carbone, initialement, il en avait 6. Donc pour le positon, nous allons le noter avec un nombre de masse qui est égal à 0, puisque comme l'électron, il est très petit et négligeable par rapport au nucléon en termes de masse. Par contre, sa charge, nous noterons bien plus 1 pour son numéro atomique, puisque cette particule, elle est chargée positivement. Et donc cette transformation, ce type de transformation qu'on appelle β+, elle s'accompagne également d'un rayonnement qui peut être dangereux et surtout à haute dose, et que nous ne noterons pas dans l'équation de transformation. Et finalement, cette équation de transformation nucléaire, si on la note, nous aurons le carbone à gauche avant la flèche de transformation, et le noyau fils de Bohr ainsi que le positon à droite après la transformation. Là encore, si on regarde les charges des atomes, nous avions un Z total égal à 6 avant la transformation et un Z total égal à 6 après la transformation. La charge est bien conservée. Quant à la masse, on a bien le même nombre de nucléons à droite et à gauche. Et donc les deux lois de conservation de la matière sont bien respectées. Enfin, nous allons voir un dernier type de radioactivité que l'on peut retrouver à l'état naturel et qui concerne cette fois les atomes étant tout simplement trop lourds. Il s'agit de la radioactivité alpha. Donc ce sont des transformations qui peuvent se produire par exemple avec les atomes d'uranium-238. Tout à l'heure, nous avions parlé de l'uranium-235 que l'on bombarde d'un neutron pour obtenir une transformation de fission nucléaire dans les centrales. Mais si on prend un minerai d'uranium, il contient en fait plusieurs isotopes de l'uranium. Il contient en fait moins d'1% d'uranium-235, celui qui est utilisé pour la fission, et plus de 99% d'uranium-238, qui lui est naturellement radioactif puisqu'il est trop lourd.
Et c'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas vivre près d'un endroit où on extrait l'uranium. Donc ces noyaux trop lourds, comme l'uranium 238, ils vont se désintégrer naturellement et spontanément produire un noyau fils. Et dans le cas de la désintégration de l'uranium 238, nous aurons un atome fils de thorium, de symbole TH. Et lors de cette transformation, où l'atome lourd perd plusieurs nucléons d'un coup, il y aura carrément l'émission d'un atome d'hélium. L'émission de cet atome d'hélium, composé de 4 nucléons, s'accompagne également d'un rayonnement qui est dangereux pour la santé, que nous n'écrirons pas dans notre équation de transformation nucléaire. Et si on regarde justement l'équation de transformation nucléaire de la désintégration de ce noyau d'uranium 238, on constate que pour les numéros atomiques Z, il y en avait 92 avant la transformation pour l'uranium, et on en retrouve 92 après la transformation. 90 pour le thorium, plus 2 pour l'hélium. La charge est donc bien conservée comme d'habitude. Et si on regarde les nucléons, donc le nombre de masses A, nous avions 238 pour l'uranium à gauche, nous avons 234 pour le thorium, plus 4 pour l'hélium à droite, ce qui nous fait bien 238 également. Les lois de conservation de la matière sont bien respectées. Nous avons donc vu les 3 types de radioactivité, β- avec l'émission d'un électron, β+ avec l'émission d'un positon, et alpha avec l'émission d'un noyau d'hélium. Ces transformations spontanées, elles ne sont pas à retenir en classe de seconde, d'autant plus que vous les reverrez plus en détail dans les classes supérieures, mais retenez qu'il existe en plus des réactions de fission et de fusion nucléaire, d'autres transformations nucléaires qui peuvent se produire spontanément, et ceci donc à l'état naturel. Voilà qui conclut notre chapitre sur les transformations nucléaires. Retenez bien que la fission nucléaire, c'est lorsqu'un atome lourd se scinde en deux pour former 2 atomes plus légers. Qu'une fusion nucléaire, c'est lorsque 2 atomes légers s'assemblent pour former un atome plus lourd. Et qu'il existe d'autres transformations nucléaires qui peuvent se produire spontanément, et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Je vous invite à vous entraîner à travers de nombreux exercices pour être capable de bien identifier tel ou tel type de transformation nucléaire et être capable de les écrire correctement en équilibrant donc vos équations pour qu'elles respectent bien les lois de conservation de la matière.